can. Half a bottle is better than none. Bonjour à tous, c'est Simon, je suis dans l'enfer de la 3e dose de vaccin, mais c'est pas grave parce que j'avais envie de vous parler de cinéma avant de mourir parce que mon cerveau est en train de se transformer en boîte de pétri tropicale. Alors, donc, qu'est-ce que c'est-il qu'on voulait vous raconter sur le cinéma? Il se trouve que depuis la réouverture des salles, suite à la crise sanitaire, suite aux multiples fermetures, limites, jauges et autres joyeusetés, on parle régulièrement du fait que les salles ont du mal à retrouver leur niveau de fréquentation pré-pandémie. Et ben, ça pose plein de questions parce que à chaque fois qu'on aborde ce sujet, vous êtes nombreux à nous dire « mais le cinéma c'est trop cher, mais le cinéma c'est une façon de faire et de pratiquer, on va dire, le cinéma qui est vieillotte et la salle on n'en veut plus. Nous on est bien content d'avoir pour les uns des Blu-ray, des DVD, de la VOD ou de la SVOD. On est très heureux avec Netflix, Amazon et consorts. Et du coup on s'est dit qu'on allait un petit peu parler de tout ça et notamment essayer de voir est-ce que le cinéma est vraiment si cher que ça? Qu'est-ce qu'il y a dans un ticket de cinéma? Parce que vous payez un prix, mais où part cet argent et qui est-ce qui s'en met plein la margoulette? Et ben voilà, on avait envie un petit peu de vous donner des billes pour comprendre comment fonctionne cette économie. Je vous interromps un instant pour vous parler d'un livre. Et oui, pas un film, un livre, parce qu'on est partenaire de cet ouvrage qui s'intitule Fragile des bronches, qui a été écrit par Bertrand Blier. Bertrand Blier, vous le connaissez, c'est un immense réalisateur français qui a souvent fait scandale, qui a souvent sidéré, qui a souvent impressionné, qui est le chantre d'un cinéma, on va dire, entre la poésie, la noirceur et l'absurde, qui est à la fois extrêmement drôle et extrêmement émouvant. C'est lui qui a réalisé Les Valseuses, c'est lui qui a réalisé Buffet froid, ou encore un truc complètement taré comme Calmos, ou encore Les Acteurs. Et ben, il se trouve qu'à côté de sa carrière de cinéaste, Bertrand Blier en est à son 5e ouvrage publié. Il a publié des textes de fiction, mais aussi du théâtre. Et là, alors là, c'est un texte, encore une fois, bien spécial, vu que c'est un mélange de fiction et d'autobiographie qu'il a conçu avec l'aide d'Eva Bester. Écoutez, c'est un livre qui est assez dingue. Ça raconte l'histoire à la première personne d'un ado d'une quinzaine d'années qui va commencer à essayer de rentrer un peu dans la vie, alors qu'il a une mère dépressive, qu'il a un père comédien qui fait n'importe quoi, que lui-même fait son lot de conneries aussi comme il faut. C'est à la fois très très drôle, très étonnant, très acide, très mélancolique et pourtant très drôle et bourré de vie. Voilà, c'est un petit texte qui est assez fulgurant, qui ressemble véritablement à son auteur. Vous allez retrouver cette langue qui a toujours fait sa signature, qui est quelque part, j'ai envie de dire, alors elle ne ressemble pas du tout à celle d'Audiard, mais qui est une des seules langues du cinéma français à être aussi riche. Vous allez retrouver autant de figures de style, autant de finesse dans la construction de phrases qui souvent accrochent énormément et qui claquent. C'est très poétique, c'est très beau. Je vous le recommande très sincèrement. Alors tout d'abord, un préalable qui est très important. Parce que souvent, moi je vois que ce soit des personnes qui font partie de l'industrie du cinéma, des réalisateurs, des comédiens, des comédiennes, des réalisatrices, ou producteurs, productrices, voire tout simplement ce qu'on appellera des membres de l'institution du cinéma, nous expliquer que la salle de cinéma c'est sacré et que c'est là, uniquement là, que vit la cinéphilie. Alors, moi j'aimerais en profiter pour vous dire que, bien sûr, ça n'est pas vrai. Parce que si la salle de cinéma était l'unique, le meilleur, le plus grand endroit pour faire vivre la cinéphilie, il n'y aurait pas de cinéphile en fait. Parce que personne n'aurait les moyens, je parle même pas de moyens financiers, je parle de moyens matériels, de découvrir plein de films. Je sais pas pour vous, moi j'ai grandi dans une ville de 10 000 habitants, il y avait un cinéma qui, dans les dernières années où j'y étais, a eu un 2e écran, mais bref, je risquais pas, avec 2 écrans ou 1,5, de pouvoir me faire toute ma cinéphilie. Donc en fait, ça fait plusieurs décennies, au moins depuis les années 80, minimum, que le lieu de vie de la cinéphilie, c'est là où sont les films. C'est-à-dire, pour l'écrasante majorité d'entre nous, à la télévision, puis en VHS, puis grâce à certaines chaînes cryptées, puis ensuite en DVD, puis Blu-ray, et maintenant également avec la VOD, la SVOD. C'est-à-dire que il faut quand même toujours, quand bien même moi je suis un amoureux de la salle, j'adore, je passe ma vie au cinéma, il n'empêche. Laisser à penser que le cinéma serait l'unique lieu où les gens qui l'aiment peuvent le vivre, c'est pas vrai, c'est une forme de mépris de classe et surtout c'est un déni de réalité qui, je pense, nous met tous un petit peu en colère, nous qui avons fabriqué notre cinéphilie autrement et qui continuons de la faire vivre autrement. Et il faut éviter, quand j'entends par exemple des représentants du Festival de Cannes dire « Oui mais vous savez, le spectateur qui regarde Netflix, c'est pas vraiment un spectateur qui veut du cinéma ». C'est exactement comme si on avait dit il y a 20 ans « Vous savez, les gens qui regardent la télé, c'est pas vraiment des gens qui aiment la culture ». Donc voilà, il y a là-dedans un vrai problème dans cette manière de défendre la salle, et il faut donc le redire, la salle est un endroit privilégié en termes de circonstances, d'émotions, de gestes, de symbolique pour découvrir le cinéma, mais ça n'est certainement pas son seul lieu d'existence. La première fois qu'un gamin regarde Jurassic Park, qu'il le regarde sur un téléphone, sur son petit écran, chez lui sur un vidéoprojecteur ou dans une salle de cinéma, il se prend Jurassic Park dans les dents. Et je vous dis Jurassic Park parce que j'ai un petit problème d'enfance avec les dinosaures. Mais il n'empêche, ça vaut pour tous les films. On peut être bouleversé par un Kubrick sur une télé en noir et blanc quand on le découvre dans les années 70-80. Bref, le cinéma n'est pas le seul lieu d'existence de la cinéphilie. En revanche, c'en est un lieu
privilégié et dont l'économie est importante pour toute la chaîne de création audiovisuelle, et c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. À chaque fois qu'on vous fait une vidéo pour vous parler d'une sortie salle, d'une sortie cinéma, d'un événement, que ce soit un blockbuster, un film d'auteur, entre les deux, bref, vous êtes nombreux à venir nous dire « Ouais mais bon, moi je peux pas payer 10 balles pour aller voir un film au cinéma ». Alors tout d'abord, on n'est pas ici, certainement pas, pour faire la leçon à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'aller se payer une place de cinéma. Évidemment pas. C'est certainement pas l'état d'esprit de cette vidéo. Cela étant dit, quand vous lisez le commentaire de quelqu'un qui vous dit « Ouais mais bon, 15 balles la place ou 10 balles la place », dites-vous que c'est souvent une personne qui ne va pas au cinéma ou qui est un petit peu de mauvaise foi. Pourquoi ? Il y a évidemment des places qui sont à plus de 10 €, alors il faut voir qu'elles sont presque exclusivement, j'ai bien dit presque exclusivement concentrées sur les très grandes villes françaises, à savoir grosso modo Paris, Lyon, quoi, un peu Bordeaux, un peu Marseille, mais ce sont presque les seuls endroits où on trouve des places à cet euro-là. Déjà, c'est loin de toucher le cinéma en France. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder quel est le pourcentage de places qui sont vendues à ce prix-là. Eh bien, sur l'ensemble des places vendues, ce que nous dit le CNC, mais aussi l'INSEE et la FNCF, la Fédération, grosso modo, des exploitants de salles, c'est que ce sont 13% des billets de cinéma qui sont à 10 € ou plus. 13%. Pourquoi ? Bah oui, effectivement, ça c'est le tarot maximum. Il existe, puis d'ailleurs si vous allez voir un film en 4DX, vous allez même taper facile dans les 15 balles. Mais on parle là de quelques écrans en France uniquement, de quelques cinémas exclusivement. Oui, si vous allez, j'imagine, à Paris, au Beaugrenelle, ça va vous coûter de l'argent. Si vous allez au Rex, ça va vous coûter plus cher. C'est exact. Néanmoins, pourquoi est-ce qu'on est seulement à 13% de place au-delà de 10 €? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de salles déjà qui ne font pas ces tarifs-là, qui ne les pratiquent pas. Il y a énormément de réductions diverses et variées. Alors vous avez bien sûr les cartes illimitées, mais là aussi ça touche plutôt les centres urbains, dirons-nous, même si c'est pas uniquement les 5 plus grosses villes de France. Si vous êtes dans un coin plutôt enclavé, où il n'y a pas un gros maillage de salles, ça n'a pas un énorme intérêt a priori de prendre une carte illimitée. Il n'est même pas dit d'ailleurs que vous ayez pas trop loin de chez vous un cinéma qui permette de l'utiliser. Mais il y a aussi quantité de réductions. La plupart, l'écrasante majorité des salles en France, selon les horaires, selon votre âge, font des réductions, et souvent des réductions très intéressantes. D'ailleurs, et pour celles qui font pas exactement des réductions, elles font parfois, on va dire, des achats groupés. Si vous achetez 5 places que vous avez 6 mois pour utiliser, et ben vous allez avoir un tarot qui va baisser de 20 à 30%. C'est extrêmement fréquent. Et tout ça, ça nous permet de dire, en fait, que si vous voulez, actuellement, il y a 66% des billets qui sont vendus à moins de 7 € et 48%, c'est-à-dire quasiment la moitié, qui sont vendus à moins de 6 €. Donc, bien sûr, évidemment, il y a toujours des gens pour lesquels ça demeure problématique de dépenser cette somme-là. C'est indiscutable et il ne s'agit pas de le nier. Néanmoins, affirmer que le cinéma est une pratique culturelle qui coûterait entre 10 et 15 €, c'est factuellement faux. Le tarif entre 10 et 15 €, c'est le tarif maximum, mais ça n'est pas le tarif de référence. La moyenne qu'on observe sur le prix des places qui sont vendues en France, c'est de 6,64 €. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est une moyenne, on est bien d'accord. Mais voilà, la légende selon laquelle le cinéma serait un truc de vieux, luxueux, qui coûte un bras, c'est faux. C'est d'ailleurs aujourd'hui la pratique culturelle la moins chère en France. Allez sortir au musée, allez au théâtre, allez où vous voulez, à l'opéra ou dans un concert, vous verrez que c'est pas le cinéma qui est le plus coûteux. Et encore une fois, pour certains c'est trop, c'est indiscutable. Mais c'est encore, si je puis me permettre, un autre sujet. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a tous ce sentiment collectivement, parce que je me mets dedans, que les places de cinéma augmentent au fil du temps ? Alors il faut savoir qu'elles ont augmenté pendant longtemps. Elles ont augmenté en gros, grosso modo, entre 1968 et 1992. C'est en 1992 qu'elles vont être les plus élevées dans l'histoire du cinéma en France. Oui, 1992, c'était il y a 30 ans quand même. 1992, pourquoi ? Eh bien en gros, c'est le moment où la télévision, les premiers satellites, mais aussi tout simplement les VHS, enfin bref, des autres manières de consommer de l'image sont vraiment en train d'exploser, vraiment d'arriver même, je dirais, à maturité. Et donc tout simplement, il y a de moins en moins de gens dans les salles. C'est la période dans l'histoire du cinéma français où les cinémas ont été le moins visités, mon Dieu, où il y a eu le moins, et je vais réussir à trouver le mot parce que ça m'agace de ne pas trouver ce mot. Bref, c'est le moment où la fréquentation était la plus basse. Et donc logiquement, ils avaient tendance à monter les prix. Mais voilà, en 1992, on arrive à un maximum, et là, on va dire, la profession va s'organiser pour baisser les tarots. Pour créer d'abord des événements comme le printemps du cinéma, ce genre de petits délires comme ça, où tout d'un coup, pendant une période donnée, la place vaut beaucoup moins cher. Puis vont arriver, justement, les cartes illimitées, et puis tout simplement, on va dire, une politique de réduction qui va permettre vraiment de faire baisser les tarots. Et notamment ce qui va se passer à partir de là, même si les places vont continuer à augmenter, elles vont augmenter bien en dessous de l'inflation. Ce qui veut dire qu'en fait, même si techniquement parlant, d'un strict point de vue numéraire, le chiffre, le tarif augmente, il augmente moins, bien moins que le reste du niveau de vie, mais aussi que la hausse des salaires. Donc techniquement, depuis 1992, le prix des places a baissé. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui, quand on ramène évidemment, encore une fois, au niveau de vie moyen, il ne faut pas prendre juste la donnée brute. Quand on ramène au niveau de vie moyen, on est un des pays en Europe où le cinéma est le moins cher.
Et puis nous arrivons à la troisième partie de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans votre billet de cinéma ? À quoi ça sert? L'argent que vous venez de donner, où est-ce qu'il part? Alors, en gros, quand vous êtes dans un cinéma, il y a plusieurs intervenants, si j'ose dire, à rémunérer. Il y a la salle elle-même, ce qu'on appelle les exploitants, il y a diverses taxes, il y a les gens qui ont distribué le film, c'est-à-dire ceux qui ont été mandatés littéralement par les producteurs pour faire de la publicité, le rendre visible, trouver des salles où le projeter, et puis évidemment, les producteurs. Alors, en pourcentage, qu'est-ce qu'il y a dans votre billet de cinéma? Il y a une première chose qu'on appelle la TSA. La TSA, c'est cette taxe du CNC qui, tout simplement, est une taxe sur les billets qui... Alors là, je pourrais faire une vidéo entière sur ce que c'est que la TSA, mais grosso modo, c'est le dispositif qui fait qu'après, on va aider à la fabrication d'autres films. C'est de la répartition, et c'est beaucoup, on va dire, de répartition incitative de cet argent. C'est-à-dire que les producteurs, notamment, vont pouvoir en retoucher une partie après s'ils relancent un projet, etc., etc., etc. En gros, c'est ça qui permet d'amorcer la roue des financements et du lancement de plein d'autres films. Ça, à 10,72%, c'est la TSA. Ensuite, à 5,29%, on a la TVA. La TVA qui, vous l'aurez remarqué, est plus basse que sur beaucoup de produits, mais ça n'est pas une spécificité du cinéma, c'est une spécificité de ce qu'on appelle les biens culturels. Les objets, les choses qui sont reconnues comme étant des biens culturels ont une TVA partout en France à 5,30, en l'occurrence 5,29. Voilà, donc vous avez la TVA, bien sûr, vous avez 1,27% du prix de votre ticket qui revient à la SACEM qui va reverser tout simplement des sous aux gens qui ont fait de la musique, aux auteurs-compositeurs, grosso modo, voilà, la SACEM. Ensuite, on a tout simplement l'exploitant qui va prendre grosso modo 40%, 40,4% du prix de votre ticket. C'est la salle, il faut bien qu'elle tourne tout bêtement. Il y a des gens qui vous accueillent, il y a des gens qui poinçonnent votre ticket, bien sûr, parce que nous sommes dans les années 60. Il y a des gens qui vous vendent des confiseries, il y a des gens qui ne nettoient pas quand vous avez fait caca par terre, et puis il n'y a pas de vigile pour taper sur les jeunes qui font du bruit, qui sont méchants. Enfin bref, il y a de la projection, il y a plein de trucs. Bref, il y a une salle de cinéma ou des salles de cinéma à faire tourner. Ça représente 40,4% de votre prix du billet. Et puis le reste, 42,3%, ça va au distributeur. Alors vous allez me dire, et les producteurs là-dedans? Alors oui, c'est une économie un peu particulière, notamment pour éviter, on va dire, de trop alourdir la facture du ticket de cinéma. Tout simplement, c'est d'abord le distributeur, parce que le distributeur, c'est celui, on va dire, qui va être le plus à risque. C'est-à-dire que le producteur, il va rassembler de l'argent pour fabriquer son film, et le distributeur, lui, il va en avancer pour le sortir. Donc, attention, c'est extrêmement schématique ce que je dis. Les professionnels de la profession vont un peu tiquer, c'est normal. Là, je suis vraiment en train de brosser à grands traits le fonctionnement du système. Donc, le distributeur étant le plus à risque, c'est lui qui se rembourse en premier, et une fois remboursé son investissement sur le film, tout simplement on va arriver à ce qu'on appelle les RNPP, recettes nettes par producteur. C'est le moment où le producteur, lui, il va enfin toucher un peu d'oseille, un peu de moula. Alors en général, ça va être le producteur plus encore un peu le distributeur, parce qu'une fois qu'il s'est remboursé, il faut qu'il fasse un peu de marge, et en général, il va lui prendre entre 15 et 25% des 42,3% dont je vous ai parlé. Ça a l'air un peu compliqué, mais en fait pas tant que ça, c'est juste l'ordre dans lequel les différents intervenants vont venir manger ce sucré. Alors après, il y a d'autres dispositifs qui peuvent nuancer un peu ce que je vous ai dit, notamment ce qu'on appelle les SOFICA. Les SOFICA qui sont des organismes de défiscalisation, c'est-à-dire que des gens qui ont plein de sous-sous vont mettre de l'argent dans des SOFICA où ils ont un taux de rendement garanti, et les SOFICA, elles, investissent dans des films. Puis elles vont se faire des panels de films, nous on va faire du cinéma d'auteur, nous on va faire du cinéma de gros blockbuster, nous on va faire entre les deux, et elles disent à ceux qui défiscalisent chez eux, avec ce produit-là, avec cette SOFICA-là, vous ne touchez rien avant 5 ans, mais vous avez tel pourcentage de rendement, avec celle-là c'est 7, etc. Donc ça peut également changer un peu l'ordre de retour dans les remontées de recettes. Mais ça ne change pas, on va dire, le principe de comment fonctionne votre ticket de cinéma. Donc voilà, et alors vous me direz, ouais mais c'est quand même toujours cher. C'est très difficile de faire moins. Et c'est pour ça que je vous dirais, moi je comprends tout à fait ceux qui me disent, ouais mais moi je préfère mon Blu-ray, mais moi je préfère ma plateforme de SVOD. Mais vous avez bien le droit. Vous avez tout à fait le droit. Et puis je suis le premier à en utiliser, on va quand même pas se mentir, il faut pas raconter n'importe quoi les uns aux autres, sinon on s'en sortira jamais. En revanche, aujourd'hui, on va dire, le premier levier, la première mécanique qui permet de mettre en branle toute cette chaîne, ça demeure la salle de cinéma. Ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà montré dans plusieurs vidéos pour parler de l'événementialisation de la sortie des films, mais aussi, on le voit, sur comment fonctionnent les financements, et en gros, aujourd'hui, attention, je parle bien aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne changera jamais, il n'y a pas précisément, exactement, d'alternative arrêtée, donnée, prête à, on va dire, à l'énorme roue qui se met en branle grâce à la salle de cinéma. C'est pour ça que c'est important, non pas de dire « Ouais, tout doit se passer au cinéma, arrêtez avec vos abonnements, filez dans les salles !» Évidemment pas, ce serait ridicule et
Encore une fois, stupide de vous dire ça. Mais néanmoins, n'hésitez pas, si vous en avez les moyens et la possibilité, à prendre toujours le risque d'aller en salle. Bah oui, parce qu'en salle, on sait pas ce qu'on va voir. En salle, si le film vous plaît pas, vous pouvez pas, comme sur une plateforme, changer de truc. Et puis si en plus il y a des couillons dans la salle, bah vous allez vous les taper a priori jusqu'à la fin, ou jusqu'à ce que vos rangers se rencontrent leurs dents. Donc forcément, c'est toujours une forme de risque que d'aller au cinéma, mais c'est aussi ça qui fait la beauté de tout ça, et c'est aussi ça qui fait vivre cette filière qui a priori, puisque vous regardez encore cette vidéo, après 40 minutes, mois, années à m'entendre déblatérer, a priori c'est aussi un truc qui vous intéresse. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de continuer à aller en salle, peut-être d'y retourner, qui sait, peut-être d'y mettre les pieds pour la première fois. Tout ça c'est bien beau, et si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, je vous encourage à vous abonner. Pas seulement à la chaîne YouTube, vous pouvez aussi vous abonner directement à notre site Écran Large et devenir membre premium pour quelques euros frétillants par mois. Pourquoi ? Bah déjà, si vous en avez les moyens et si vous en avez envie, ce sont ces abonnements qui nous permettent et qui vont nous permettre un peu plus chaque jour d'être de plus en plus indépendants par rapport à la publicité et surtout de dépendre littéralement, directement de vous. Alors pourquoi s'abonner ? Bah déjà pour nous faire plaisir. Premièrement. Deuxièmement, nous donner de l'argent. Troisièmement, nous rendre riches. Quatrièmement, nous rendre heureux. Mais cinquièmement, vous avoir des articles dédiés. Effectivement, autant Écran Large va rester un site largement accessible pour tout le monde, ce qu'on appelle quasiment un pure player. Néanmoins, pour nos abonnés premium, eh bien, il y a 4 articles par semaine qui vous sont spécialement dédiés, qui sont des retours sur des films qui nous ont marqués, qu'on aime beaucoup. Et par exemple, dans ces prochains jours, vous trouverez des articles donc premium sur Devdas, sur Itchy the Killer, sur Network et sur Diamant sur Canapé. Et moi, j'en ai aussi un, mais je me rappelle plus lequel. C'est parce que je suis fatigué. J'espère que vous allez bien, on pense bien à vous, on vous embrasse. Et puis, écoutez, si vous n'aimez pas cette vidéo, vous laissez un petit commentaire, un pouce négatif, vous insultez ma maman, de toute façon, moi je m'occupe de la vôtre.